Bonjour à tous, bienvenue. On va encore attendre que des participants se connectent avant de commencer dans quelques minutes. Voilà, il y a pas mal de participants qui sont en train de se connecter, donc on patiente encore quelques minutes. Bienvenue, bienvenue à tous. N'hésitez pas à intervenir sur le chat pour dire si vous rencontrez des problèmes techniques. Voilà, un dernier café et on va bientôt commencer dans quelques minutes. Voilà, il est 9 heures. Je vous propose d'attendre encore une minute et que les derniers participants se connectent et, euh, et on commence. Très bien. Il y a encore des participants qui arrivent, mais on va débuter. Bonjour à tous. Merci de votre présence et bienvenue dans notre webinaire Deloitte-Tage. Alors moi, je suis Pascal Souchon, je suis associé immobilier de Deloitte Finance, responsable de l'équipe Real Estate Advisory créée il y a près de 20 ans. Et j'accompagne les acteurs de l'immobilier dans leurs problématiques financières et techniques de projets immobiliers, que ce soit des investissements ou des transactions. Et donc, j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire aujourd'hui. Et je vais passer la parole à chacun des intervenants. Cécile, peut-être, si tu veux commencer. Oui, bonjour à tous, ravie de vous avoir sur ce webinaire ce matin. Alors, Cécile Debain, moi je suis avocat, associée de Deloitte-Tage, donc cabinet d'avocats en droit des affaires, spécialisée en corporate M&A, mais avec une pratique en droit immobilier et notamment dans le cadre des deals. Ok, très bien. Donc, Cécile va nous parler de toutes les clauses juridiques à considérer spécifiquement dans le contexte de la crise actuelle. Euh, Deuxième avocate, Laure, si tu veux bien te présenter. Bonjour à tous, donc Laure Maffre, avocat directrice au sein du cabinet Tage. J'ai 13 ans d'expérience en matière de transactions et notamment spécialisée en transactions immobilières et baux commerciaux. Très bien. Et maintenant, Bruno, qui est associé dans l'équipe Real Estate Advisory avec moi. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous ce matin. Donc Bonhomme Salem, voilà, en charge des activités dédiées aux corporate, donc aux utilisateurs au sein de Real Estate Advisory. Voilà. Alors pour dire deux mots de Real Estate Advisory, nous sommes une équipe d'une quarantaine de professionnels dédiés au secteur immobilier, spécialisés sur les sujets d'investissement, de transactions, voilà, sur les grands projets immobiliers, on va dire.
On offre une palette très large de services, que ce soit pour les acteurs de l'immobilier, pour les utilisateurs, que ça soit de la stratégie immobilière, de l'évaluation, de la transaction, de la due diligence, de la recherche de financement, de l'assistance maîtrise d'ouvrage, très large. On intervient dans le cadre de projets de développement, d'investissement, de déménagement, de regroupement de sites, etc. Au-delà de cette équipe Real Estate Advisory en France, on a plus de 200 collaborateurs, personnes qui sont dédiées à l'immobilier, que ce soit l'audit, au consulting, au conseil financier, donc, ou au juridique et fiscal, donc avec notamment Cécile et Laure ici présentes. Et enfin, pour être complet concernant Deloitte, Deloitte est le leader dans le monde, c'est des services professionnels avec plus de 300 000 collaborateurs. Et nous avons une practice immobilier dans le monde très développée avec plus de 8000 collaborateurs. J'en viens maintenant au sujet de ce webinaire. Il est lié à la crise sanitaire actuelle et surtout à ses conséquences économiques qui impactent les entreprises, toutes les entreprises, sans exception. Nous parlons de l'emploi, des difficultés financières, des perspectives incertaines d'activité. Donc des mesures d'urgence sont nécessaires pour réduire les risques. Des mesures à moyen et long terme sont aussi également à considérer. Et parmi les sujets naturellement à l'agenda des entreprises, l'immobilier, qui est le plus gros poste de charge après la masse salariale, n'est pas à négliger, pas seulement pour des mesures de long terme. Donc la question, c'est comment faire levier sur votre immobilier pour générer une baisse des charges d'exploitation. Donc on abordera d'abord un angle juridique, quelles sont les clauses de votre bail, les dispositions légales actuelles qui permettent une négociation. On abordera aussi sous un angle plus, je dirais, opérationnel, avec les nouvelles méthodes de travail, comment celles-ci, et notamment éprouvées lors du confinement, constituent des opportunités pour rationaliser les coûts immobiliers. Et puis également, on parlera des prospectives du marché immobilier. Donc, n'hésitez pas pendant le déroulé à poser des questions sur le chat. Nous y répondrons à la fin de la présentation, vers à peu près 9h45. Éventuellement, nous pourrons déborder au-delà de 10 heures en fonction de nos questions, pour essayer de répondre au maximum de questions. Voilà. Donc, je vais maintenant passer la parole à Cécile Debain, donc, qui est avocate spécialisée sur le droit des contrats. Cécile, est-ce que tu peux nous présenter les leviers de discussion avec les bailleurs sur le fondement du droit général des contrats? Oui, merci Pascal. Alors effectivement, les premiers sujets auxquels on pense, c'est les sujets de droit commun. Quels sont les leviers issus du droit civil en fait. On pense évidemment d'abord à la force majeure. Un cas de force majeure est en effet un événement extérieur, imprévisible et irrésistible. Effectivement, on peut penser qu'une pandémie rentre dans cette définition. Or, une pandémie n'a pas été considérée comme un cas de force majeure. Une pandémie rend effectivement l'exécution d'un contrat plus difficile, mais ne rend pas impossible son exécution. Et d'ailleurs, la loi d'urgence qui a été votée donc le 23 mars dernier n'a pas considéré cette pandémie comme un cas de force majeure. On le comprend assez bien d'ailleurs. Autrement, on aurait une insécurité des relations juridiques qui deviendrait probablement difficile à gérer. Alors, en revanche, on a la fermeture administrative qui a été considérée par la jurisprudence comme un cas de force majeure. Et actuellement, on a des arrêtés mi-mars qui ont imposé une fermeture pour un certain nombre d'établissements, notamment les établissements publics, recevant du public, Et on sait aussi que pour d'autres types de locaux, une activité simultanée de plus de 100 personnes est interdite également actuellement, donc dans ce contexte de Covid. Donc, pourrait éventuellement aussi pouvoir être qualifié de fermeture administrative un peu au sens large. On a d'ailleurs au cabinet, en discutant avec nos confrères aussi, on est quand même assez nombreux à connaître ces cas actuellement de difficultés dans l'exécution des baux. Un exemple dans le domaine du tourisme d'un client qui a subi une fermeture administrative et qui a donc, en discutant avec son bailleur, réussi à obtenir un aménagement de son bail, voire une terminaison de son bail, due à la cessation de ses activités et à la fermeture administrative subie.
Alors, la force majeure, quand elle est reconnue, elle permet une exonération temporaire ou totale de l'exécution des obligations, ça dépend. Maintenant, la jurisprudence n'a pas non plus reconnu que la force majeure, quand elle peut s'appliquer, exonère du paiement des loyers. Donc, bon, pas forcément simple non plus à obtenir. Néanmoins, compte tenu de la situation exceptionnelle actuelle, cette jurisprudence sera peut-être appelée à évoluer. Et puis surtout, on voit bien que la force majeure, applicable ou pas de manière permet tout de même d'ouvrir une porte en fait aux discussions avec son bailleur. Et c'est effectivement ce qu'on va chercher à faire, hein, c'est à ouvrir des sujets de discussion avec son bailleur de manière à essayer d'obtenir des aménagements qui permettront de continuer en fait de maintenir l'activité tout simplement. Ok, très bien. Donc la force majeure, pas si simple, mais voie de discussion avec le bailleur. Est-ce qu'il existe d'autres leviers sur ce fondement général? Alors, il y a un autre levier auquel on peut penser qui est l'imprévision. L'imprévision qui existe maintenant dans notre droit, c'est l'article 1195 du Code civil depuis 2016. Hein, donc, c'est seulement pour les contrats conclus ou renouvelés après cette date. Maintenant, les conditions, comme on le voit là, sont très strictes puisqu'il faut un changement de circonstances. Bon, là, on est assez à l'aise, qui était imprévisible lors de la conclusion du contrat, c'est bien le cas. Mais attention, rendant l'exécution du contrat excessivement onéreuse, et c'est là que c'est pas facile de démontrer que parce qu'il y a ces circonstances exceptionnelles, on a une exécution excessivement onéreuse du contrat. C'est plutôt l'entreprise qui va connaître des difficultés, qui va avoir des problématiques dans la continuité de son exploitation, mais rarement une exécution excessivement onéreuse, sauf s'il y a des conséquences indirectes sur des travaux ou sur des sujets de ce type-là. Donc c'est assez compliqué tout de même, d'autant plus que l'épidémie va avoir tout de même un caractère temporaire, on espère en tous les cas, et donc ce mécanisme clairement ne semble pas le plus approprié, d'autant plus que dans cette mécanique, il faut aussi que la partie au contrat n'avait pas accepté d'assumer ce risque d'imprévision, mais il faut aussi que les deux parties soient d'accord pour appliquer ce principe qui permet en fait de résoudre le contrat ou de demander une adaptation du contrat. Et si les parties ne sont pas d'accord, elles peuvent aller devant le juge qui peut lui également décider de résilier ou d'aménager le contrat. Bon, voilà, c'est pas clairement un levier très simple à activer. Maintenant, ça fait un peu partie aussi des ouvertures de discussion avec le bailleur. C'est quand même quelque chose d'imprévisible, etc. Bon, voilà, c'est pas un fondement automatique non plus, probablement assez compliqué à mettre en œuvre ici, mais qui peut aussi faire partie de la discussion. Alors, merci Cécile. Une petite remarque parce qu'en fait, nous avons pu constater lors des dernières négociations et notamment depuis la mise en application de l'article 1195 du Code civil que tu viens de mentionner, que la plupart des baux institutionnels prévoyaient une dérogation notamment à cet article. Donc en fait, c'est bien que effectivement il y a un sujet derrière tout ça. Oui, tout à fait. Ce qu'on a pu constater, malheureusement, certains praticiens du droit considéraient que c'était une bonne chose d'avoir ce texte et que les praticiens et les professionnels pouvaient prévoir cette clause et ne pas l'exclure, mais l'encadrer juridiquement, ce qui aurait été bien plus intéressant. Mais c'est vrai qu'en pratique, il y a eu beaucoup d'exclusions de cette clause et aujourd'hui, malheureusement, souvent, vu qu'elle est exclue, on ne peut même pas penser à la considérer. Voilà, d'une manière plus générale, il y a quand même un principe aussi d'exécution des contrats de bonne foi qui légitime aussi en quelque sorte une discussion ouverte entre les parties, vu une situation absolument exceptionnelle à laquelle les locataires, mais les bailleurs également vont être confrontés, bien sûr, en miroir. Et donc, ce principe d'exécution de bonne foi des contrats doit aussi permettre une discussion tout à fait ouverte entre les parties de manière à trouver les solutions adéquates. Merci beaucoup Cécile. Alors j'en profite pour rappeler, avant de passer la parole à Laure, qu'on prend en compte les questions qui sont dans le chat. Je vois déjà pas mal de questions qui se posent. On les stocke, on essaiera d'y répondre au maximum en fin de présentation. Donc Cécile, tu nous as présenté les éléments principaux qui relèvent du droit général des contrats. Mais en ce qui concerne le bail commercial, donc je me tourne vers notre avocate spécialisée, Laure Maffre. Quels sont les leviers propres au statut des baux commerciaux? Alors, tout c'est concernant le statut des baux commerciaux et les clauses contractuelles des baux commerciaux
il y a effectivement certains leviers. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder en particulier l'obligation de délivrance et la question de savoir si un locataire pourrait opposer à son bailleur un manquement à son obligation de délivrance du fait de la situation du Covid. Pour rappel, et comme vous le savez, le bailleur doit permettre à son locataire d'accéder aux locaux qu'il lui loue, à la fois lors de l'entrée en jouissance, mais également pendant toute la durée du bail. Comme l'a expliqué Cécile, les arrêtés des 14 et 15 mars ont interdit aux ERP de recevoir du public, et toute activité d'une ERP ou d'un non-ERP qui met en présence plus de 100 personnes de manière simultanée est interdite. Donc, en raison de ces restrictions, un locataire pourrait donc opposer à son bailleur qu'il ne peut plus accéder aux locaux loués et ainsi invoquer un manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Du fait de ce manquement, il pourrait faire jouer l'exception d'inexécution. En d'autres termes, il serait légitime à lui-même ne pas exécuter tout ou partie de ses obligations du fait de l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance. Donc c'est vrai que cette obligation de délivrance et son manquement permet d'ouvrir certaines discussions avec son bailleur. Cet argument est néanmoins à manier avec précaution dans la mesure où le bailleur, lui, de son côté, pourrait opposer au locataire que ces restrictions administratives ne sont pas de son fait, mais effectivement du fait du gouvernement, et il pourrait ainsi opposer la force majeure également, ceci afin de s'exonérer de l'exécution de son obligation de délivrance. Ok, merci Laure. Alors avant de passer à la page suivante, nous souhaitions nous tourner vers les participants. Donc là, vous êtes un peu plus de 130, avec un petit sondage. Donc, si vous pouvez y accéder, donc les sondages sont en haut à droite, il y a un bouton avec un petit icône sous forme de liste. Et donc, il y a une question qu'on voudrait vous poser, puisqu'on parle de négociation, c'est plutôt aux utilisateurs locataires parmi les participants. Envisagez-vous de renégocier certaines conditions de votre bail? Donc, avec une question oui à court terme, oui à moyen terme, une réponse, pardon, oui à court terme, oui à moyen terme, ou non, ou ne sait pas. Voilà. Donc, j'ai lancé le sondage, il est en cours. On vous laisse 5 minutes en parallèle de la suite de la présentation pour y répondre, et puis on vous donnera les résultats. Voilà. Donc, Laure, concernant les dispositions légales, la réglementation prise en mars dans le cadre du Covid, est-ce qu'elle offre aussi des leviers de négociation? Alors oui, effectivement, Pascal, cette réglementation offre également des leviers. Toute une série de textes ont été pris en mars, loi d'urgence, ordonnances et décrets. Et parmi ce foisonnement de textes, 2 ordonnances de commerciaux. Le premier, l'ordonnance numéro 306/2020 et la seconde, l'ordonnance 316/2020, toutes deux du 25 mars 2020. Je vais rapidement évoquer l'ordonnance numéro 316 puisqu'elle a un champ d'application limité et donc ne nous concerne pas spécifiquement. En effet, l'ordonnance numéro 316 concerne uniquement les micro-entreprises, donc des entreprises qui qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité et qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 1 million avec moins de 10 salariés.
même que cette ordonnance pour ces micro-entreprises a suspendu l'effet des clauses pénales et intérêts de retard, ainsi que l'effet des clauses résolutoires en cas de non-paiement des loyers et des charges pendant la période d'urgence sanitaire. La deuxième ordonnance numéro 306/2020 va être d'application plus générale et donc plus large et s'applique donc à tout contrat, notamment donc aux baux commerciaux. De la même manière, cette ordonnance suspend l'effet des clauses pénales, d'intérêt de retard, ainsi que l'effet des clauses résolutoires en cas d'inexécution d'obligations qui devaient être exécutées pendant la période d'urgence. Donc c'est vrai que ce texte permet de légitimer certaines inexécutions en matière de bail commercial qui pourraient arriver pendant cette période d'urgence sanitaire. Donc, cette ordonnance peut donc tout à fait être utilisée dans les discussions avec un bailleur. Ok, et pour terminer, je crois qu'il existe également des mesures prises par les représentants des bailleurs. Alors oui, effectivement, les représentants des bailleurs, à travers un communiqué de presse donc, qui a été publié le 20 mars 2020, et qui a été publié par des associations et des fédérations représentant les bailleurs, notamment la Caisse des dépôts et consignations, l'Association française des sociétés de placement immobilier, l'UNPI et le Conseil national des centres commerciaux ont participé à ce communiqué de presse. Donc, c'est un communiqué de presse donc, qui a été publié avant la parution des ordonnances et qui édicte des mesures qui sont quand même en ligne avec le texte des ordonnances, donc qui les anticipe, mais qui s'applique, lui, aux TPE-PME, donc des entreprises qui ont de manière consolidée un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions et un nombre de salariés inférieur à 250. Et donc, ce communiqué de presse est quand même intéressant parce qu'il édicte des mesures qui doivent être appliquées par les adhérents de associations et fédérations qui ont participé à ce communiqué. Et au cas particulier, donc, il est demandé donc, aux bailleurs adhérents de suspendre le paiement des loyers et des charges lorsque l'activité du locataire s'est interrompue. Et à la fin de la période de confinement, il est demandé d'étaler les loyers et les charges ou de faire des différés de paiement sans pénalité et intérêt de retard. Donc, c'est vrai que cette mesure, dans les discussions avec des bailleurs qui seraient adhérents à ces associations et fédérations, pourrait être un levier si, effectivement, le bailleur adopter une position plus stricte que ce communiqué de presse. Ok, bah parfait. Pardon, Laure, vas-y. Alors, je voulais juste peut-être conclure sur cette partie juridique rapidement. Donc, comme vous avez pu le noter, les locataires et les bailleurs font face à une situation qui est d'une ampleur exceptionnelle et totalement inédite. Et c'est vrai que cette situation n'a jamais fait, dans sa globalité, l'objet de règles de droit parfaitement adaptées à cette situation. Comme vous avez pu le noter, on a la chance d'avoir qui est assez souple et assez flexible, qui nous permet d'avoir des règles applicables soit en matière de droit général des contrats, mais également du statut des baux commerciaux, qui permettent aux locataires d'avoir certains des discussions avec les bailleurs.
En pratique, nous, ce qu'on a pu voir et observer dans les dossiers qu'on a pu suivre sur ces sujets, c'est que face à cette situation exceptionnelle et inédite, les parties essaient de trouver ensemble des solutions qui soient à la fois acceptables pour le locataire, donc qui essaie d'aménager et de renégocier les termes et conditions de son bail, notamment les loyers et les charges, et puis une solution également acceptable pour le bailleur qui souhaite pérenniser sa relation avec son locataire. Voilà. Ok, merci beaucoup Laure, très intéressant. Alors on a abordé en fait les leviers juridiques pour une négociation éventuelle, une renégociation éventuelle. En tout cas, ce qu'on a vu, c'était que c'était l'occasion d'un rendez-vous entre le propriétaire et le locataire pour trouver un nouvel équilibre. Alors est-ce que vous, les participants, vous êtes prêts à négocier, renégocier votre bail? Voici un retour du sondage. Donc, il y en a une quarantaine de participants, donc c'est déjà assez représentatif, je pense. Il y en a 20% qui ne sont pas encore positionnés, qui sont indécis, et dans ceux qui ont voilà, une idée de ce qu'ils souhaitent faire avec leur propriétaire, à peu près les 2 tiers souhaitent renégocier. Le tiers ne souhaite pas renégocier. Et puis la grande partie, c'est plutôt à court terme et pour la renégociation et à moyen terme pour le reste. Bruno, toi qui as l'habitude d'accompagner les utilisateurs dans leurs discussions avec les propriétaires, tu as un petit commentaire à ce sujet? Oui, tout à fait. Donc en fait, cela démontre bien qu'il y a une véritable volonté d'aller vers ce point de rencontre avec son bailleur, de trouver des terrains d'entente et puis ces fameux axes d'optimisation et de levier quant à vos baux et les conditions d'occupation d'une manière plus générale, qui sont une préoccupation du moment. Donc je pense que effectivement, tel qu'on va le voir un tout petit peu plus loin, les leviers sont nombreux et ils méritent d'être actionnés. Alors c'est vrai que quand on parle de renégociation, on parle souvent de négociation financière et de clause de loyer. Mais Bruno, on va passer maintenant à une partie, je dirais, un peu plus opérationnelle. Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir du côté des usages, et avec notamment le télétravail, qui est un vieux sujet qui devient d'actualité de plus en plus? Alors voilà, tout à fait, Pascal, tu as raison. Alors vieux, mais pas tant que ça, puisqu'en fait, l'ordonnance Macron date de fin 2017, 24 septembre 2017 précisément. Et en fait, cette ordonnance a la particularité de vouloir généraliser la mise en place du télétravail au sein des entreprises, c'est-à-dire qu'un employeur devra se justifier s'il refuse à ses employés le télétravail. Alors bien sûr, des motivations telles qu'un métier qui nécessite une présence physique sur le lieu de travail. Ce qu'il faut noter, c'est que le télétravail s'est mis en place petit à petit, hein, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Ça reste malgré tout une minorité, donc la majorité des entreprises n'ont pas encore basculé vers une charte de télétravail négociée avec les instances représentatives du personnel, les IRP. Mais comme vous pouvez l'imaginer, les conditions actuelles et puis le confinement qui a été déclaré le 16 mars, notamment, fait que toutes les entreprises qui sont en mesure de mettre en place le télétravail, en tous les cas tous les métiers qui ne nécessitent pas une présence physique sur un lieu de travail, ont basculé très brutalement pour certaines vers le télétravail à travers ce confinement devenu obligatoire. Certaines entreprises qui avaient déjà pris les devants étaient déjà outillées avec des outils notamment digitaux, de nomadisme. La transformation au sein de l'entreprise, au sein des organisations était déjà réalisée, donc avec des éléments facilitateurs, j'aurais tendance à dire. D'autres, et on a des remontées de ce type-là, ont énormément souffert parce qu'en fait, elles n'étaient pas du tout prêtes en termes d'outils, également organisationnels, et donc les choses se sont faites un petit peu dans la précipitation. Quelquefois, certains nous l'ont dit et l'ont avoué aussi un petit peu dans la douleur. Donc en fait, ce qui est certain, c'est que avec cette période de confinement, les entreprises l'expérimentent grandeur nature de manière un petit peu obligatoire et ont dû s'adapter. Ce qui veut dire que on peut imaginer que l'après-Covid sera relativement différent. Ça deviendra certainement, on peut le dire, en tous les cas, une généralisation et certainement aussi un nouveau référentiel pour les entreprises.
Et alors, qu'est-ce que ça va être qu'est-ce que tu vois comme effet du confinement sur l'immobilier d'entreprise? Alors en fait, les effets vont être nombreux, mais on va dire que des effets principalement bénéfiques, parce qu'en fait, les entreprises se rendent compte que finalement, là où elles étaient très réticentes à le mettre en place, ce télétravail, bien sûr, c'est un mixte, hein, c'est une hybridation entre le télétravail et le travail au sein de l'entreprise. En fait, là où on était pour certaines entre 5% de télétravail et 5% de coworking, mais 90% au sein de l'entreprise, certainement qu'on peut imaginer que demain ce sera extrêmement généralisé, très différent. On peut pousser quasiment sur un pari qui serait de dire que 50% des salariés seraient en entreprise, 30% en télétravail et pourquoi pas 20% aussi dans des espaces de coworking, puisque il faut aussi répondre à ce besoin. Tous les télétravailleurs ne peuvent pas peut-être aussi travailler de chez eux, mais des espaces dédiés avec un certain niveau de confort permettre justement ce travail dans des tiers-lieux. Donc des gains financiers, des optimisations des espaces, du gain de temps, puisqu'en fait, on va forcément passer moins de temps dans les transports, mais ce qui veut dire aussi un alignement avec la politique RSE des entreprises, développement durable, puisqu'en fait, moins de rejet de CO2. Et pour mémoire, environ 2 heures sont passées dans les transports en commun, aller-retour au quotidien par les franciliens. Donc en fait, on voit bien où sont les gains à tous les niveaux. Oui, alors j'ai juste une remarque, hein, parce que c'est un sujet qui peut occuper un webinaire complet, et d'ailleurs qui va occuper un webinaire complet, puisqu'on a prévu d'en consacrer un aux nouvelles méthodes de travail en collaboration avec les équipes de Human Capital chez Deloitte. Donc, je vois des questions un peu spécifiques qui se posent sur le chat sur ce sujet. On essaiera d'y revenir, mais bon, le sujet principal, c'est finalement l'effet sur l'immobilier. Bruno, je te laisse poursuivre. Alors tout à fait. Alors, les effets sur l'immobilier, Pascal, ils sont nombreux, mais principalement, et vous l'avez compris, là où nous souhaitons en venir aussi, c'est à travers la petite démonstration qui est sous vos yeux, ce graphique. Donc en fait, on imagine une société qui occuperait environ 10 000 m² en surface utile brute locative, donc la fameuse SUBL, une surface utile nette du bureau associé. Et donc on s'est dit, tiens, on va faire une projection avec une variation de pourcentage que vous retrouvez ici en bas du graphique, donc qui va de 10 à 50% de flexibilité, donc en fait de télétravail, en tous les cas de travail dans des tiers-lieux. Et on a fait varier donc la surface SUBL en fonction de ce pourcentage. Alors, chose importante à retenir également, en l'occurrence, nous conservons de manière stable tous les espaces de réunion, tous les espaces informels de détente. Donc là, cet élément est invariable, ce qui nous paraît être important puisque moins on a de postes de travail attribués aux salariés et plus il est nécessaire justement de gérer certains pics que l'on peut avoir, des effectifs finalement qui seraient plus nombreux à venir travailler au sein d'entreprises. Et donc ces espaces peuvent se transformer en espaces de travail, d'où l'importance de garder et d'augmenter même en proportion ce ratio d'espaces de réunion. Donc là, on a pris un exemple de 625 postes de travail, donc avec autant d'effectifs sur les 10 000 m², et on s'aperçoit en fait, lorsqu'on va à l'extrême, hein, lorsqu'on appliquerait si on applique un taux de 50% de desk sharing, l'économie réalisée sur la surface serait d'environ 40%, ce qui est très conséquent, comme vous pouvez l'imaginer. Ouais, c'est un gain potentiel de surface vraiment considérable. Mais si la mise en place est très rapide, comment est-ce qu'on peut restituer ces surfaces à son bailleur? Très bonne question, Pascal. Tout à fait. Alors là, on revient sur les points juridiques de votre bail, puisqu'il faut voir, regarder, étudier attentivement ces fameuses clauses, notamment les prochaines échéances de votre bail. Alors en fait, dans certains cas, vous êtes engagé pour certains d'entre vous sur du durée longue, ferme, sans capacité de résiliation. Donc en fait, est-ce que c'est une échéance
triennale, est-ce que vous êtes engagé sur 6 ans, mais à quel moment intervient cette prochaine échéance, mais également bien sûr la fin de bail. Donc ce sont des points de rencontre très importants avec votre bailleur qui nécessitent un peu d'anticipation, parce qu'en fait, dans certains cas, on a un préavis de 6 mois, mais ce préavis se négocie de gré à gré. Donc ça, c'est important aussi. Quelquefois, on a des préavis de 9 mois, voire de 12 mois sur des très grosses surfaces. Donc il est important de regarder attentivement, mais également une possibilité aussi de restituer de la surface sous la forme d'une sous-location, par exemple. Laure, peut-être un mot sur les problématiques juridiques de sous-location? Alors, c'est vrai que les clauses de sous-location, telles qu'elles sont rédigées généralement dans les baux, permettent une sous-location intragroupe, c'est-à-dire à des sociétés du groupe du locataire, en vertu de l'article 133.1. Mais en revanche, c'est vrai que c'est très rare d'avoir des sous-locations qui soient autorisées pour des tiers. Voilà, donc en fait, tout à fait, merci Laure. Je pense qu'il faut profiter justement de cette période de confinement pour faire une étude approfondie du bail et d'anticiper les discussions avec votre bailleur sur de telles clauses, notamment la clause de sous-location et voir de quelle manière on peut y déroger. En général, la pratique veut que cette dérogation se fasse pour des sociétés tierces, sous-locataires, sous la forme de pourcentage de la surface totale occupée. Donc en fait, le constat est entre 20 et 50, voire 60% d'autorisation du bailleur pour des sous-locations à des sociétés tierces. Alors, pour continuer toujours sur ce même thème, puisqu'en fait c'est ce qui vous intéresse, c'est de savoir comment ça peut se retranscrire en termes d'économie. Donc on Exactement, reste... les impacts financiers. Est-ce que tu as des exemples concrets? Alors voilà, tout à fait Pascal. On a essayé d'illustrer de manière extrêmement simple, parce que sinon on peut rentrer dans des complexités qui seraient pas compréhensibles en quelques minutes comme ça. Donc on a essayé d'illustrer cette fameuse société qui occupe 10 000 m² SUBL pour 625 postes de travail et un effectif équivalent au point de départ. 3 secteurs géographiques. À la Défense, Voilà, trois secteurs géographiques. Donc le premier que vous avez sous les yeux, qui est celui de la défense. Donc en fait, on est parti sur une simulation financière, donc sur des coûts fixes parce que on a mis de côté tout ce qui était OPEX, CAPEX, donc tous les coûts de travaux, tous les amortissements qui peuvent être réalisés sur la durée ferme du bail, mais aussi les impacts de la franchise. Donc toutes choses étant égales par ailleurs, on a voulu simplifier ce modèle économique juste pour que vous puissiez comprendre quels sont les grands enjeux que cela représente. Donc en fait, on a intégré les loyers, les charges d'exploitation, donc aussi bien les charges propriétaires que les charges privatives d'exploitation, donc les fluides, etc., mais aussi les taxes, donc la taxe sur les bureaux, la taxe foncière et la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères, en sachant que la taxe bureau, comme vous le savez, varie selon les localisations en Île-de-France. Donc en fait, on a un point de départ, notamment dans le cas de la défense, qui serait d'environ 7 millions 8 par an, donc de loyers, charges et taxes. Et en fait, on s'aperçoit, bien entendu, comme vous pouvez l'imaginer, que plus on applique le taux de dash sharing que l'on a vu tout à l'heure, donc on reprend la simulation sur les surfaces, et mécaniquement, plus on fait d'économies sur ces charges d'exploitation avec un effet direct pour les comptes de l'entreprise. Vous vous rendez compte que passer le cap des 30%, donc au-delà, donc les 40 et 50% de dash sharing, on a un écrasement des économies réalisées, puisqu'en fait, nous avons considéré dans ce modèle que au-delà de 30% de taux de dash sharing, on appliquait un taux de coworking pour permettre aux salariés d'aller travailler dans des espaces qui leur sont dédiés, des espaces de travail en tous les cas, soit à proximité de chez eux, soit à proximité de clients, mais en tous les cas, pas à leur domicile. Donc on a un coût supplémentaire qui vient s'additionner. Bien sûr, tout ça peut varier, mais les économies peuvent aller jusqu'à environ 2 millions d'euros. Et bien sûr, je vous laisse faire le calcul sur 9 ans, donc un bail classique, ça représenterait environ 19 millions d'euros.
Sur un autre secteur géographique, le quartier central des affaires, cette fois-ci, donc on est sur des valeurs locatives bien plus élevées que la Défense. Donc même principe, donc je vous redéfinis pas les hypothèses, on a un loyer plus conséquent et là les économies pourraient être d'environ 2,7 millions par an, soit 25 millions d'euros d'économies sur un bail de 9 ans. Et dernier exercice, sur l'Île-de-France. Donc sur l'Île-de-France, le reste de l'Île-de-France, avec un loyer moyen de 350-360 euros du mètre, les économies seraient d'environ 1,2 million. On a un écrasement beaucoup plus significatif à partir de 30% des économies réalisées, puisqu'en fait les postes en coworking représentent un coût quasiment égal. Donc en fait l'économie s'arrête à compter de 30%. Voilà. On réaliserait environ 11 millions d'euros d'économies. Merci Bruno, c'est très très éclairant. Alors, est-ce que ça convainc nos participants? C'est le moment de lancer un second sondage. Donc, toujours le bouton des sondages en haut à droite. Donc, la question toujours auprès des utilisateurs locataires, est-ce que l'expérimentation du télétravail en cette période de confinement, est-ce qu'elle va vous faire évoluer en fait vers un mode d'occupation plus flexible post-crise? Donc, plus flexible, flex office, home office, tiers-lieu, etc., coworking. Donc oui, probablement, non ou ne sait pas. Voilà, donc le vote est ouvert. Pareil, on se donne 5 minutes et en parallèle, on continue. Donc je reviens vers... pardon. Donc la suite, c'est... Voilà, je reviens vers vous, Laure et Bruno. Hein. Comment est-ce qu'on peut définir une stratégie pour matérialiser les économies rapides? Peut-être, Laure, concernant le bail. Hein. Alors, effectivement, concernant les aspects juridiques, ce qui est conseillé, bien évidemment, c'est de faire une revue des clauses du bail afin d'identifier toute clause qui permettrait une renégociation avec. Donc, ce sont les clauses classiques de renégociation, donc validité des clauses d'indexation, vérification de la cohérence entre refacturation des charges en pratique et les clauses du bail, conformité à la loi Pinel, etc. Alors, en complément, merci Laure, en complément, je pense que l'on peut rajouter qu'il faut faire preuve d'une grande anticipation et c'est le maître mot parce qu'en fait, bon, l'immobilier par définition est immobile. Les entreprises, elles, sont en pleine transformation, subissent de plein fouet cet effet Covid. Donc, je pense que voilà, adopter, développer une stratégie globale de son immobilier s'impose aujourd'hui sur tous les aspects, donc juridiques comme tu viens de le dire, mais financiers, spatio-fonctionnels, on en a parlé. Juste un petit mot sur le flex office, il ne faut pas être dogmatique, il faut que ça corresponde vraiment à des besoins métiers, il faut que ce soit également en alignement avec ce qu'il est possible de faire et de mettre en place. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, voilà, comme on se l'est dit, cela a été testé, donc bien entendu, il faut voir pour chacun d'entre vous de quelle manière ça peut être mis en place de manière durable, efficace, garder en tête bien sûr les effets de productivité, mais également tous les aspects managériels pour que le middle management, les collaborateurs, les salariés puissent également rester en prise directe avec l'entreprise, en prise avec la culture et l'ADN de l'entreprise. Mais on le voit, c'est tout à fait envisageable en partie en tous les cas. Autre aspect également, ce sont les évolutions de marché. Le marché immobilier va évoluer, mais de quelle manière? Bah, justement, en fait, hein, comment il va évoluer? Si on peut faire une petite prospective rapide sur le sujet. Oui, rapide parce que je vois que le temps passe, Pascal, Oui, et tout qu'il à faut fait. laisser du Je temps. Il confirme. faut laisser du temps aux questions. Voilà. Voilà. Donc rapidement quelques chiffres hein, pour vous me remémorer quelle était l'année 2019. Donc en fait, c'était environ 2,3 millions de mètres carrés de demandes placées en Île-de-France. Donc tous ces chiffres représentent l'Île-de-France.
Pour mémoire, en 2018, c'était un peu plus, donc on a une baisse entre 2018 et 2019 d'environ 10% de la demande placée. Le stock d'offres donc disponible immédiatement est d'environ 2,7 millions de mètres carrés. Et au global, lorsqu'on prend le prévisionnel certain, donc c'est le futur certain, mais pas hypothétique, on arrive à 4,5 millions de mètres carrés et un taux de vacances qui est autour de 5% en Île-de-France, en sachant qu'on a des points vraiment sous forte tension. Comme vous le savez, le quartier central des affaires, donc les quartiers parisiens d'affaires, sont sous tension avec environ 2% de taux de vacances, ce qui est extrêmement bas. Mais de ce fait, plusieurs scénarios sont envisageables et notamment très liés à l'économie. Donc là, voilà, vous avez vu figurer très rapidement quelques chiffres sur l'Île-de-France, sur les quartiers que nous avons mentionnés. Alors, les économistes font tout type de plans. Bruno Le Maire, cette semaine, nous a fait rappeler que on se trouvait dans une situation totalement inédite depuis 1945. Certains économistes parlent d'une récession extrêmement forte avec une baisse du PIB, ça c'était publié hier, d'environ 6%. D'autres font des pronostics où la baisse serait encore plus importante. Voilà, là, vous allez retrouver sur ce graphe, très schématiquement, les quatre possibilités, les quatre rebonds envisageables que les économistes évoquent. Première forme, le V, donc un rebond très rapide de l'économie avec une reprise rigoureuse, j'irais même, et un retour à la normale. Alors comment ça va se transcrire sur le marché de l'immobilier, puisque c'est ce qui s'intéresse. Donc lorsqu'on reprend la courbe de Gérard Debreu, qui était un des prix Nobel dans les années 80, l'offre et la demande se sont rencontrées en 2019 à un certain niveau. Voilà, on peut imaginer que dans une forme de la reprise économique en V avec un rebond rapide, même si on a une restitution de surface, donc ça c'est vraiment à garder en tête, puisqu'en fait on fait le pari, on pense que une grande majorité des entreprises vont basculer sur du télétravail de manière assez durable, donc avec une restitution probable de surface plus ou moins importante. En fait, cette surface serait absorbée en partie par la croissance qui reprendrait très rapidement. Donc en fait, ce creux que nous voyons serait rapidement absorbé et en fait des valeurs locatives qui seraient peut-être en baisse, mais avec un effet amortisseur dû à une économie qui reprendrait rapidement. Sur les autres schémas, c'est un peu plus compliqué, pour ne rien vous cacher, puisque le scénario en U, qui est aussi l'une des hypothèses, bien sûr retenue par les économistes, fait que le ralentissement, on le connaît, il est brutal, il est rapide. On a parlé des baisses violentes du PIB, sans connaître précisément quelle serait sa durée. Donc c'est la fameuse barre du U, la barre du bas. Voilà, et avec un effet sur les valeurs locatives qui serait plus impactant. Donc on voit bien que l'offre et la demande, on aurait un gonflement de l'offre parce qu'en fait le stock se situe vers la droite. Donc plus on va vers la droite, plus le stock augmente. Mais en revanche, la VLM, donc la valeur locative de marché, baisserait et on va dire que l'effet serait plutôt en 2021. Sur le scénario en W, là c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait on aura un premier rebond technique. Donc on a le V de tout à l'heure que l'on retrouve. Rebond technique, ça veut dire qu'on a un rattrapage de l'économie par rapport à tout ce qui n'a pas pu être fait. Donc là on relance la production, la consommation repart parce que voilà, on fait ce fameux rattrapage. Mais on a une double chute, donc le deuxième creux, et lui serait certainement plus violent, parce qu'en fait, après ce rattrapage qui ne va pas forcément durer très longtemps non plus, on aurait entre 2021 et à partir de 2022 une baisse de la valeur locative, plus prononcée en tous les cas. Et pour finir, la forme en L. Alors la forme en L, personne ne l'espère, pour être tout à fait sincère, puisqu'en fait ce serait une chute brutale de l'économie et durable. Donc en fait on serait sur un scénario où en fait on voit pas trop le bout du tunnel de la reprise économique. On sait qu'on a perdu, on a
aussi des nouvelles habitudes des consommateurs qui seraient d'aller vers de la déconsommation. On en parle beaucoup. Comment vont se comporter justement les populations, certainement d'une manière différente, on l'imagine, et est-ce que ça aurait des effets directs sur l'économie? Point d'interrogation, mais en tous les cas, certains l'évoquent. Là, pour le coup, on aurait un stock d'offres qui continuerait à monter, stock d'offres bureaux en Île-de-France. On aurait des valeurs locatives qui s'ajusteraient au fur et à mesure, et à partir de 2021, qui, en tous les cas, repartiraient sur des baisses assez conséquentes. Et alors là, c'est très difficile de savoir quel serait le plancher, mais en tous les cas, une grosse difficulté à remonter la pente. Petite précision, si on regarde dans le rétroviseur, des crises précédentes, notamment celle de 2001 et celle de 2008, en termes de demande placée, bon, tout à l'heure on évoquait 2019, rappelez-vous, 2,3 millions de mètres carrés. En 2001 et 2008, très schématiquement, on était entre 1,5 million et 1,8 million de demandes placées, avec un gonflement assez naturel des offres, puisque la demande placée baisse, souvent de la restitution de surface. Alors, on n'est pas rentré dans le détail de ce que l'on appelle le taux d'absorption net, c'est-à-dire entre la surface que je vais consommer d'un côté et celle que je vais restituer de l'autre, voilà. Mais ce gonflement de l'absorption nette peut être assez violent et donc restituer de la surface avec, comme on l'a vu tout à l'heure, les fameux 4,5 millions de mètres carrés qui sont dans le pipe entre le stock et les surfaces qui vont être livrées prochainement pour une partie d'entre elles. Elles sont neuves. Voilà ce qu'on peut résumer sur le marché dans des temps extrêmement courts. Voilà, Ouais, merci Bruno. je pour suis cette obligé de regarder le analyse des compteur. Voilà. différents scénarios. Il y en a un que je préfère, c'est le V. J'aime pas trop le L. Oui, moi non plus d'ailleurs. Je crois que personne ne l'aime d'ailleurs Voilà, je celui-là. crois. La tendance générale du marché. Alors en fait, on peut dire que la tendance générale du marché, ce sera une baisse Des BLM, hein. réelle des valeurs locatives de marché et durable. Donc là, on a fait un focus Voilà. sur l'Île-de-France. Bien sûr, on a des études Voilà. sur toutes les autres grandes métropoles du Évidemment. territoire, mais la courbe devrait être baissière dans tous les cas. Ça paraît inévitable. On va pas dire de combien de pourcents parce qu'on n'a pas de boule de cristal non plus. Non, Voilà. effectivement. Maintenant, je vous propose de faire une synthèse. Hein, on arrive à la dernière page de présentation. Hein, une synthèse un peu de tous les leviers qu'on a évoqués, en élargissant à certains qu'on n'a pas évoqués. Je passe d'abord la parole à Laure pour les aspects juridiques et ensuite Bruno reprendra. Oui, ou c'est moi qui peut peut-être conclure, parce que Laure a déjà pas mal expliqué Oui, les Cécile, pardon, leviers. je t'en prie. Non, pas de problème. Les leviers de la négociation, hein, que si vous êtes dans cette partie immobilier, vous connaissez bien et que Laure a rappelé sur les indexations, sur les charges, sur les Pinel, etc. Tout ça peut redevenir évidemment d'actualité. Essayer de diminuer des postes de charge, donc revoir les baux et revoir les grands principes en fait, et surtout essayer de trouver de la flexibilité. Et si vous avez des baux aussi en cours de négociation et de rédaction, attention à toutes ces clauses qui permettent de donner de la flexibilité. On a parlé des sous-locations aussi tout à l'heure. Il y a des choses potentielles qu'on peut faire sur les durées, sur les charges, etc., des aménagements. Et puis, la solution ultime, mais ça, on a prévu d'en reparler d'ailleurs dans un événement qu'on devait faire aussi avec Bruno avant l'été, avoir peut-être des solutions, réfléchir à des solutions, plus de contrats de prestation de services qui englobent en fait la prestation de bail, entre guillemets, pour trouver encore plus de flexibilité. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on pourra développer dans l'avenir. Voilà. Alors, avant de passer la parole à Bruno sur les sujets notamment d'optimisation de surface, retour du sondage assez éclairant. Donc, il y a à peu près un peu plus de 40 personnes qui ont répondu également. Une écrasante majorité post-crise aller vers beaucoup plus de flexibilité. Donc, 90%, pratiquement la totalité des votants donc l'expérimentation du confinement a convaincu les derniers récalcitrants, on va dire. Alors voilà, c'est un peu ça, et ça tombe bien puisqu'en fait l'optimisation des surfaces, c'était l'un des thèmes que nous avons évoqués, et nous sommes convaincus, un petit peu comme vous venez de le faire à travers ce sondage, que on va aller chercher de la flexibilité. Alors
c'est pas au détriment, et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête, ce n'est pas au détriment de la productivité, hein, c'est pas au détriment non plus du collaborateur, au contraire, c'est demain on ira au travail, on ira au bureau pour d'autres raisons, c'est-à-dire que on est capable de produire aujourd'hui n'importe où avec des outils nomades et on le vit au quotidien en ce moment. Mais demain, on se rendra à son espace de travail pour rencontrer des clients, pour travailler sur un gros projet, pour faire autre chose, pour travailler différemment aussi. Donc ça, c'est important. Donc s'il me revient à dire que justement, il faut faire ce calcul de programmation, de charte d'aménagement et de voir de quelle manière elle peut évoluer parce que les solutions sont uniques pour chacun d'entre vous. C'est ça qu'il faut garder en tête. Voir de quelle manière on est en mesure de restituer des surfaces, y compris en cours de bail, et bien sûr générer par là une baisse globale du coût immobilier. L'autre sujet, c'est l'optimisation des coûts locatifs. On en a un petit peu parlé. Le marché sera certainement sur une tendance baissière dès demain. Comment le prévoir, comment l'anticiper? Donc, c'est une revue du parc dans sa globalité, voir quelles sont les cibles à déterminer qui vont présenter le plus d'intérêt sur lesquels il va falloir se concentrer pour optimiser au mieux ces valeurs locatives. Engager des renégociations. Donc, en fait, on a des points de rencontre, et c'était dit tout à l'heure sur les aspects juridiques, on a des points de rencontre avec les bailleurs qui sont possibles. Mais donc, c'est jouer les effets de levier sur le loyer, les charges et bien sûr de facto améliorer le BFR entre autres. Voilà. Sur un autre thème que nous n'avons pas évoqué, que je vais passer rapidement, c'est des études d'actifs, des valorisations d'actifs, pour voir également dans quelle mesure il est possible de dégager du cash, notamment sous la forme de sell and leaseback, voilà, ou bien de cession de friches industrielles, ou bien de charges foncières. Nous, ce sont des études que nous faisons très couramment avec nos équipes de valuation chez Deloitte, puisque la plupart du temps, vous pouvez avoir sur votre foncier sur lequel vous avez votre bâtiment de la charge foncière supplémentaire, ou bien une valorisation en tous les cas qui peut être intéressante parce que vous allez garantir à des investisseurs un revenu régulier, des cash flows qui valorisent de par ce fait votre immobilier. Et en termes de génération de cash, évidemment, l'immobilier, c'est une occasion d'optimiser le financement de façon importante en faisant appel à des partenaires spécialisés, que ce soit des banquiers ou des investisseurs, avec des structurations particulières, les crédits hypothécaires, crédits bail immobilier, mais aussi les foncières captives, les OPCI, etc. Ça permet de générer du cash rapidement, d'optimiser les coûts de financement, tout en partageant les risques avec ses partenaires. Voilà, on passe très rapidement là-dessus parce que ce n'est pas forcément le sujet. On arrive à l'issue de la présentation. Merci à tous les intervenants. Un bon nombre de questions ont été posées sur le chat par les participants et nous allons utiliser le temps qui reste pour y répondre. Donc, comme c'est un peu souvent le cas, on a un peu débordé. Donc, on va se laisser jusqu'à 10h15 pour y répondre. Ça laisse quand même pas mal de temps. On va commencer peut-être par des questions d'ordre juridique. Donc, je reprends la liste des questions. Peut-être, je ne sais pas, Cécile, Oui, tu veux tout à peut-être. fait. Oui, effectivement, les questions assez générales, d'abord sur effectivement l'application de la clause de force majeure, par exemple. Pas nécessairement obligatoire d'avoir une clause de force majeure dans le contrat pour pouvoir l'appliquer, puisque c'est l'application du droit commun. Évidemment, si elle est prévue dans le contrat, elle va être précise, elle va encadrer les choses, donc ça sera plus pratique à appliquer. Mais si il n'y a pas de clause de force majeure dans le bail, ça n'empêche pas d'appliquer quand même la force majeure. Il y avait une question aussi assez précise sur un congé qui avait été donné et la question de savoir si l'état des lieux n'ayant pas été effectué, il y avait possibilité d'arrêter de payer les loyers. Oui, bien sûr, c'est là l'état des lieux qui n'a pas été fait qui va constituer un cas de force majeure. Enfin, c'est parce qu'il y a eu un cas de force majeure que l'état des lieux n'a pas pu être constitué, mais ça n'empêche pas la mécanique du bail de s'appliquer. Et si le congé a été donné, il n'y a pas de raison de payer ses loyers. D'une manière générale, mais peut-être Laure va reprendre les points ensuite sur les autres questions, mais d'une manière générale, c'est pas parce qu'on ouvre une discussion qu'on négocie des sujets de surface, par exemple, ou de prix, de franchise, etc.,
que ça perturbe la mécanique du bail. Donc la mécanique du bail, elle, va continuer à s'appliquer sur la durée notamment prévue. Sur les délais et le fait de ne pas payer ses loyers en cas d'imprévision. Si on appliquait le 1195, même si on a vu que c'était compliqué, parce que compliqué d'application et puis souvent exclu dans les contrats, mais la conséquence, en fait, puisque c'est pas parce qu'on applique la clause qu'effectivement il faut arrêter de payer ses loyers. Si on arrête de payer ses loyers, ça n'entraînera pas d'échéance de ce texte, de cette action. Simplement, ça sera quand même une responsabilité du locataire de ne pas avoir payé ses loyers. Et le juge, si jamais ça arrive devant lui pour trancher cette question, prendra en compte aussi cet état de fait dans sa prise de décision. Voilà, il y avait peut-être des questions un peu précises de réexpliquer en fait l'articulation de ces deux ordonnances sur le paiement, l'échelonnement des loyers ou le paiement des loyers, mais avec le fait qu'on ne peut pas opposer des sanctions, etc. Je ne sais pas si Laure, que je ne vois plus à l'écran, mais qui m'entend, j'espère, tu veux reprendre cette explication? Je t'entends, j'espère que vous m'entendez aussi. Donc, tout à fait. Effectivement, il y avait on t'entend très bien. Bon, très bien. Une question quant au retard de paiement des loyers et des charges et des taxes fait une exécution acceptable pendant la période d'urgence. Alors, c'est non retard de paiement des loyers peut, à notre sens, être lié au fondement du texte 306, comme je vous l'ai expliqué. Donc, qui prévoit de toute sanction qui serait liée à un défaut d'exécution d'une obligation non pas de loyer et charges dans la période. Ok, attends, excuse-moi Laure, mais on t'entend très mal, donc je vais peut-être reprendre rapidement l'explication. En fait, effectivement, on a rapidement, parce que je ne veux pas non plus préempter les réponses de Bruno et Pascal, on a une ordonnance assez générale donc sur les contrats qui permet effectivement de reporter potentiellement les choses sur les 2 mois après la fin de la période de Covid, de confinement, enfin, ou plutôt de l'ouverture de l'état d'urgence. Donc, en fait, c'est à peu près 3 mois à partir de l'ouverture de l'état d'urgence. Ce texte est général sur les contrats. Il ne permet pas d'arrêter de payer ses loyers, en l'occurrence, mais simplement, si les loyers ne sont pas payés par le locataire, le bailleur ne pourra pas opposer des sanctions, des déchéances, du terme, etc. En revanche, il y a un texte plus précis sur les TPE qui, lui, permet donc à ces entreprises de petite taille d'échelonner en fait le paiement de leur loyer. Voilà, donc c'est la distinction qui peut être faite en fait entre les deux sujets. Voilà, si c'est plus clair, j'espère. Ensuite, il y avait aussi un certain nombre de questions sur la possibilité de négocier des franchises. Oui, c'est de la négociation en fait. Impact sur la durée du bail, non. Comme je le disais, ça n'impacte pas, ces négociations n'impactent pas la mécanique elle-même du bail. Sur les assurances, il faut regarder les polices. Oui. Alors, oui, je t'en prie, Laure, on t'entend mieux. Je pense qu'à titre de précision, c'est vrai que d'un côté, le locataire va essayer de négocier des franchises de loyer et bien sûr, le bailleur va essayer de négocier une prolongation du bail. Donc, effectivement, comme le disait Cécile, si on négocie une franchise et que le bailleur ne demande pas de contrepartie, pas d'effet sur la durée du bail. En revanche, c'est vrai qu'en pratique, dans les négociations, effectivement, le bailleur va essayer de renégocier une prolongation du bail. Ok, très bien. Et sur la question des assurances, donc pas de réponse vraiment générale, parce que ça dépend effectivement de la police d'assurance et de la couverture offerte. On sait que souvent, malheureusement, dans les contrats d'assurance, il y a beaucoup d'exclusions. Donc voilà, donc il faut vraiment regarder attentivement la rédaction de ces clauses pour savoir si ça pourrait s'appliquer.
Voilà, je pense qu'on a répondu à la plupart des questions. Peut-être, Pascal, si tu veux répondre à d'autres questions plus opérationnelles, on va consulter, voir si on a d'autres questions à la fin en juridique. Oui, il y a une question qui me semble à la fois opérationnelle et juridique. La négociation avec les bailleurs peut-elle porter sur la restitution progressive des surfaces? On a un petit peu évoqué le thème, mais peut-être qu'on peut y parler. Alors effectivement, c'est un vrai sujet puisqu'en fait, certains d'entre vous ont bien compris quels étaient les leviers de la restitution de surface. Je crois que les leviers les plus importants sont les prochaines échéances également de votre bail. Alors, indépendamment de ces échéances, on a toujours ce point de rencontre et des négociations qui peuvent être ouvertes. Elles auront beaucoup plus de poids si l'échéance est à 1 an, à 2 ans, ce qui permet une certaine anticipation et pourquoi pas une restitution en sifflet de certaines surfaces avec la mise en place voilà, du flex office notamment. J'ai vu également une autre question qui est assez intéressante par rapport au marché, qui est de dire est-ce que demain les entreprises auront tendance à venir plutôt à quitter le centre de Paris pour revenir sur d'autres quartiers d'affaires en première ou en deuxième couronne. Alors en fait, c'est un système de balancier qu'on a souvent constaté. Puisque souvent on a des effets de contraction sur Paris en recherche de centralité, d'accès au transport et d'efficacité notamment pour se rendre au lieu de travail. Et puis ce qui génère bien sûr, comme vous l'avez compris, de la tension sur le marché, donc une augmentation des valeurs locatives. Et puis, lorsqu'on est à la recherche d'économies, c'est de se dire, voilà, si j'ai un loyer de 600, 700, 800 euros du mètre, hors taxe, hors charge, par an, ben, je vais plutôt aller chercher des marchés où je vais quasiment diviser par 2 l'édition. C'est un effet de balancier qu'on a toujours constaté. Donc, la réponse est oui, certainement qu'on aura de nouveau un balancier vers la sortie de Paris. Ou bien, si on n'a pas ce balancier de manière immédiate, l'effet l'optimisation de la surface peut être également suffisant pour se dire je reste dans Paris, mais avec un flex office généralisé. Et là, mes économies seront nettes puisqu'on raisonne bien sûr en loyer global, en coût global immobilier. Et donc, les entreprises devront faire aussi ce choix. De se dire, bah voilà, c'est peut-être un peu plus de surface à l'extérieur de Paris, ou bien je reste avec de la centralité, mais avec une restriction de surface. Alors, il y avait une question sur la négociation des franchises de loyer supplémentaires plutôt que des suspensions ou des reports. Donc là, c'est plus une négociation de type enfin, c'est une question de type négociation et l'impact sur la prolongation des durées des baux. Peut-être si on apporte une vision côté propriétaire et investisseur, c'est certain que l'investisseur rentre dans une période un peu incertaine en termes de valorisation, en termes de visibilité sur les flux de loyer, et le locataire peut lui apporter une certaine sécurité Tout à fait. de par la discussion et la négociation. Donc, en effet, en apportant une durée ferme plus longue en contrepartie d'une réduction de bail ou d'une franchise, etc. C'est une façon pour même si on a une baisse inexorable des loyers, on a vu avec ce que disait Bruno sur l'évolution à prévoir du marché, on peut avoir un impact amoindri sur les valeurs pour les propriétaires en donnant plus de visibilité à long terme. Et donc avec des taux de rendement, des taux de capitalisation qui sont plus faibles. Voilà. Donc ça, c'est Alors, quelque chose d'intéressant. C'est une contrepartie, un équilibre assez juste entre le propriétaire et le locataire qui peut être intéressant. Alors Pascal, tu as tout à fait raison, puisque les deux se rejoignent, dans le sens où dès l'instant où on impacte le bail par de la franchise de loyer, le bailleur, comme tu viens de le dire, raisonne en loyer économique. De toute manière, va lisser l'impact de la franchise pour se dire quel est mon loyer annuel économique, et c'est sur cette base-là qu'il va réfléchir, puisqu'en fait, inexorablement, enfin, la valeur locative va certainement être amenée à baisser, donc lui va raisonner en loyer économique en se disant bon voilà, en fait, l'un dans l'autre, l'intérêt des deux parties, c'est bien de trouver un point de convergence pour que les intérêts soient préservés de part et d'autre. Ok, une autre question, les uns ou les autres. Il y en a beaucoup. Hein. Je ne sais pas si Laure, est-ce qu'elle nous entend ou est-ce qu'elle est un peu déconnectée? Oui, je vous entends. Ok, peut-être sur la question de l'indemnité d'occupation en cas de non-paiement des loyers.
en fin Si de tu peux bail. préciser la question, Cécile. Je pense que c'est parce qu'on avait développé le fait que potentiellement le loyer peut être échelonné ou, enfin, on n'a pas dit qu'il ne pouvait pas être payé, puisque justement dans l'ordonnance générale sur les contrats, le loyer doit quand même être payé. C'est juste qu'on ne peut pas opposer des exceptions à cela ou des sanctions. Mais quid effectivement de l'indemnité d'occupation à payer si les loyers ne le sont pas? Alors, qui fait prolongement à notre réponse et donc qui était par rapport à l'état des lieux. Si donc le bail a pris fin et la date d'échéance est arrivée, de ce fait, du fait du coronavirus, l'état des lieux n'a pas pu être réalisé et donc faut-il payer une indemnité d'éviction. Bon, il faudrait faire plus de recherches, mais à mon sens, pas de paiement d'indemnité d'occupation, dans la mesure où, à mon sens, le bail a pris fin, donc ne n'est plus en vigueur. Simplement, l'état des lieux n'a pas pu avoir lieu et à mon sens, ça ne légitime pas de payer une indemnité d'éviction. Voilà, puisque on pourrait toujours opposer la force majeure et les circonstances exceptionnelles en cours. Ok, et peut-être alors on nous demande des précisions à nouveau sur l'ordonnance TPE, mais c'est peut-être un peu long. Enfin, on peut le mettre par écrit aussi. Tu veux rappeler à nouveau les principes peut-être? Alors effectivement, pour les très petites entreprises, les conditions d'éligibilité sont quand même assez restreintes, puisque ce sont les entreprises qui peuvent bénéficier du fonds de solidarité, et c'est qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 1 million et qui emploient moins de 10 salariés. Il y a également d'autres conditions, notamment le fait, il y a un seuil également de revenus imposables qui s'applique. Pour ces TPE, effectivement, il y a une ordonnance qui a été prise et qui est spécifique au paiement des loyers et des charges des locaux professionnels donc occupés par ces TPE. Et cette ordonnance, effectivement, bloque l'effet pendant la période d'urgence des clauses résolutoires, des clauses de déchéance, des clauses pénales, des clauses d'intérêt de retard, bref, toute sanction financière contractuelle. Et de la même manière, bloque également tout effet d'activation de caution ou autre garantie. Voilà, donc c'est une ordonnance, donc comme je le disais, qui ne s'applique qu'aux loyers et aux charges qui doivent être payés pendant la période d'urgence sanitaire. Donc cette ordonnance ne précise pas expressément un report des loyers, mais indirectement, effectivement, légitime ce report des loyers. Ok, puis peut-être une précision vraiment finale, parce que j'avais ouvert effectivement le sujet des contrats de prestation de services. Et donc, on nous dit quid de ces contrats avec les espaces de coworking dans cette période de crise qu'on n'utilise plus. Mais encore faut-il être dans cette configuration de contrat de prestation de services qui est quand même assez spécifique par rapport aux baux commerciaux eux-mêmes qui sont plus stricts. Oui, alors effectivement, on a eu quelques dossiers sur ces sujets, puisque effectivement les acteurs immobiliers s'interrogent de plus en plus pour passer d'un modèle de bail commercial à un bail de courte durée, ou effectivement de manière beaucoup plus drastique à un modèle de contrat de prestation de services. Alors bien évidemment, c'est à étudier au cas par cas, mais ce qu'on peut dire, c'est que effectivement beaucoup d'entreprises essaient de se tourner vers un modèle de contrat de prestation de services, donc qui comprendrait qui couvrirait à la fois la location d'un emplacement de travail, le matériel afférent, donc notamment informatique,
et puis tous les services annexes, restauration, services liés aux lieux communs, donc d'accueil, etc. Et Alors, donc, on c'est va se vrai que donner encore peut-être 1 ou 2 minutes sur les questions. Je voulais juste rappeler que toute cette présentation, elle est accessible sur le blog. On vous l'a donné dans le chat, on va vous la redonner. Voilà, et vous avez donc un replay qui est possible et un complément de réponse sur le blog de Tage. Voilà, on va vous donner les accès sur le replay. Peut-être encore 1 ou 2 questions. On n'a pas pu répondre à toutes, mais on arrive quasiment à la fin du temps imparti. Je sais pas, Laure ou Cécile. Sinon, on peut conclure. Alors peut-être sur la Voilà. question des baux de courte Oui. durée, donc qui est un peu dans le prolongement de la question précédente, c'est vrai que courte durée, donc il existe des règles juridiques pour effectivement conclure ces baux de courte durée. Simplement, les conditions sont assez strictes et donc on peut conclure effectivement un bail de courte durée, que ce soit convention d'occupation précaire ou bail dérogatoire. Mais dès que la durée va se prolonger, on va tomber effectivement dans le statut des baux commerciaux qui s'applique de manière qui est d'ordre public et donc qui s'applique de manière obligatoire, quand bien même les parties concluraient baux de courte durée sur baux de courte durée. C'est ça. Ok. Il y avait peut-être juste une question aussi sur la généralisation potentielle des loyers variables, notamment sur les commerces, et est-ce qu'il pourrait y avoir une législation sur ce sujet? Je ne sais pas si Laure, tu as Oui, ou suivi alors, ce point, ou Ou alors, Bruno. question. d'un point de vue pratique, Ouais. en fait, ce type de clause existe déjà. Hein. Ce sont des clauses d'échelle mobile. Et notamment dans les centres commerciaux. Alors, c'est vrai que c'est pas tout à fait généralisé, mais en fait, les mécaniques juridiques nous permettent de le faire. Et dans les centres commerciaux, effectivement, il y a bien une indexation la plupart du temps au chiffre d'affaires, entre autres. Et c'est ce que l'on appelle aussi un calcul par le taux d'effort, voilà, que l'on retrouve dans les valorisations de droit au bail que l'on peut effectuer. Et cette notion est prégnante dans les baux commerciaux, mais il est vrai que c'est pas encore tout à fait généralisé, mais la mécanique existe. Alors après, à titre de précision, effectivement, ces clauses, on les voit dans les centres commerciaux, on les voit également dans le retail. C'est vrai qu'une généralisation me paraît compliquée puisqu'il y a certains locaux, en revanche, c'est pas du tout adapté, notamment les locaux ou logistiques ou bureaux. Ok, très bien. Je pense que on est arrivé à la fin du temps imparti. Je voulais évidemment remercier nos intervenants spécialistes, Cécile Debain, Laure Maffre et Bruno Msalem pour leur éclairage précieux. Merci également à tous les participants d'avoir assisté à ce webinaire. J'espère qu'il vous aura donné des clés, des pistes en tout cas, pour rencontrer votre bailleur, pour faire levier sur votre immobilier, pour vous aider et surtout à passer au mieux la crise actuelle, pour préparer la période post-crise. Donc, je le rappelle, le support est à votre disposition sur le blog de Tage. Vous pouvez retrouver le lien dans le chat. Et nous sommes bien sûr tous à votre disposition pour approfondir les Avec sujets, grand plaisir. des interrogations complémentaires voilà, que vous auriez. On vous souhaite à tous une excellente Merci pour journée. votre écoute. Très bonne journée. Au revoir. Merci à tous. À Merci, bientôt. Au au revoir. revoir.